Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Et je suis une fois de plus avec Mickaël qui me fait la gentillesse de m'accompagner aujourd'hui. Bonjour à tous. Voilà les amis, donc je vous le rappelle, la mécanique de la vie au quotidien c'est sur Instagram plutôt, vous l'avez sur le site internet aussi www.mécaniquedelavie.com, sur Facebook également et YouTube, mécanique de la vie toujours, et pour finir en podcast sur Spotify. Voilà. Donc aujourd'hui on va reprendre un petit peu le document récapitulatif de la mécanique de la vie qui est disponible pour le moment exclusivement, je crois, sur le compte Instagram, sauf erreur de ma part, qui sera actualisé sur le site aussi prochainement. C'est un document bleu avec beaucoup d'écriture. Je sais que pour les moins férus, il paraît pas très agréable à regarder, mais le contenu est quand même bien, en tout cas pour moi. Et donc on va essayer de regarder un petit peu plus de ce côté-là aujourd'hui. Je vais essayer de vous en faire un bref récapitulatif pour commencer voilà, de ce document, et je vous conseille à tous, quand vous écoutez cette vidéo, peut-être de le lire après ou avant, enfin libre à vous, libre à vous. Mais en tout cas, si vous l'avez pas loin, c'est l'idéal. Allez, je commence. Donc je rappelle les fondamentaux. On est sur Terre pourquoi? Pour faire du capital spirituel, d'accord? Donc la vie s'articule autour de ce biais-là. Pourquoi? Pour augmenter notre capital de conscience qui est lié au discernement. Conscience et discernement c'est pareil pour moi, pratiquement. L'équilibre intérieur, de ne pas être trop ceci ou pas assez cela. Si je suis trop dans la sensibilité, c'est pas bon. Si je suis trop dans l'emportement, c'est pas bon. Si je suis quelqu'un qui se laisse trop faire, ça devient négatif. Donc avoir un peu d'emportement, c'est bien. Vous avez compris l'idée, donc l'équilibre intérieur et la confiance qui est toujours liée à la foi, parce qu'en fait ce monde-là, je ne peux pas le maîtriser. Donc une partie obligatoirement est une variable qui ne me reviendra jamais, puisque je peux mourir de 10 000 manières, de manière très inattendue. Voilà. Donc conscience, équilibre, confiance. En fait, si on augmente les degrés de tout ça, se légitimer à recevoir, parce qu'en fait la validation de votre discernement, de votre équilibre ou de votre foi ne peut se faire sans consentement divin, si je puis dire. Donc vous légitimez à recevoir donc des points supplémentaires en plus de ce qu'on va appeler donc CEC, donc conscience, équilibre, confiance. On va appeler ça la SEC. Il faudrait y réfléchir. On va dire la SEC pour aujourd'hui, sinon par la suite il faudrait y réfléchir. Voilà, se légitimer à recevoir pour faire quoi? Pour augmenter notre conscience spirituelle, qui est le but de l'incarnation, en tout cas dans la mécanique de la vie et pour le moment. Voilà. Pourquoi? Pour en fait, si votre conscience spirituelle grandit, en fait vous vous rapprochez du créateur, parce que vous avez essayé de comprendre les rudiments et les paramètres de l'existence du programmateur, et donc à ce titre, quand vous commencez à comprendre le programmateur, vous commencez à pouvoir échanger. Bon, prenez-le au 8e degré, soyez sympa. Prenez-le au 8e degré. Mais voilà, vous pourrez commencer à comprendre un peu la machine, c'est qui est tout l'intérêt quand on veut comprendre la mécanique. On passe par la formation de mécanicien, ce qui me semble être ça, et ça fait pas de vous pour autant les menteurs de la voiture. Voilà. Parfait. Donc je fais un deuxième bref récapitulatif. La vie, on est là pour faire du capital spirituel en augmentant conscience, équilibre, confiance. Pourquoi? Pour se légitimer à recevoir des points en conscience, en équilibre et en confiance. Pourquoi? Pour augmenter notre conscience spirituelle, tout simplement. Quand on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? On est dans ce que vous voyez au centre du document, la vie, en fait, ce qu'on appelle la vie, qui est en fait, quand on traîne trop à augmenter tout ça, on doit passer par des épreuves plus complexes, et donc là on descend à la phase qui est en dessous, qui s'appelle la confrontation. La confrontation, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'entraînement, la mise en situation pour pouvoir développer la SEC. Voilà, simplement on est au pays de la vie, et donc des fois il ne faut pas rigoler, parce que c'est des confrontations qui sont absolument infectes, parce que c'est pas nous qui faisons les règles, et donc c'est pour ça qu'il faut être quand même, une fois qu'on a un peu compris, essayer d'être rigoureux, parce que des fois la vie elle est pas si marrante que ça. Voilà, elle peut être douloureuse, donc il faut pas trop rigoler non plus. Voilà. Donc la phase confrontation et la phase confrontation, elle trouve son origine où? C'est-à-dire quels sont les marqueurs qui vont faire qu'on va rencontrer telle personne,
tel taf, telle émotion en nous, pourquoi on est violent, pourquoi on va être colérique, pourquoi on va être plus sensible, moins sensible, ce que vous voulez. Et ben en fait, vous trouvez l'origine dans ce qu'on va appeler les marqueurs familiaux. C'est des marqueurs épigénétiques qui sont issus en fait soit de vos marqueurs psychologiques de jeunesse, hein, soit de manière un peu plus génétique, qui sont inscrits dans les douleurs souffrances de vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Hein. C'est comme si les situations difficiles pouvaient imprimer la matière de vos ancêtres, et donc vous naissez avec un capital douleur-souffrance qui ne vous appartient pas, et ce capital-là, en fait, il s'exprime ou non. En fait, il est là, il dort, et en fonction de votre évolution, et ben, à un moment donné, ça va s'activer. Voilà, c'est pour ça que des fois, les familles vont être dans des schémas répétitifs, soit stricts, selon où vous avez pioché, parce que 3 frères et sœurs, évidemment, peuvent être très différents, parce que ça dépend où en fait, eux sont allés prendre leur capital, hein, dans la souffrance de la famille, voilà, et ça sera leur capital à eux, gelé si je puis dire dans un temps, mais qui s'exprimera surtout. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à travailler, c'est comme si tout d'un coup votre gène qui dormait, je sais plus le terme, c'était récessif, je sais plus, va tout d'un coup s'exprimer. Donc c'est comme si vous allez vous relier à ça, et donc du coup vous allez attirer la situation et pour vous mettre en fait en situation d'entraînement. Voilà. Donc ça c'est pour la compréhension de ce document, voilà, où on va osciller entre tous ces différents facteurs. Ensuite il y a une autre chose à comprendre qui est très très importante, c'est situer si on est plutôt sur le plan humain ou sur le plan spirituel. C'est des mots, hein, ça veut tout et rien dire, c'est des mots pour essayer de comprendre en fait quand les choses n'ont pas la même allure, le même fonctionnement, le même code de la route, comme je dis tout le temps. Pourquoi? Parce que le plan humain est lié pour moi, en tout cas dans la mécanique de la vie, à la physique classique, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire c'est les choses qui touchent aux 5 sens, comme je l'ai mis dans le document. C'est les éléments en fait dont l'expérience produit toujours les mêmes effets en fonction des individus. C'est toujours toujours le même résultat de l'expérience. Voilà. Donc j'ai continué de diminuer l'influence négative intérieure, hein, c'est-à-dire qu'en fait dans le plan humain, le but c'est que ce que vous faites soit choisi, c'est-à-dire que vous ne soyez pas dans l'intuition, en fait plutôt dans l'induction de ce qui va quelque chose qui va induire en fait vos émotions pour vous pousser à faire un choix dans une direction ou dans une autre. Voilà, donc c'est vraiment dans cette attitude-là, c'est-à-dire être en pleine possession de ses moyens, pas d'influence émotionnelle, ni sociétale, ni familiale, ni parentale, ni en termes de projection. Voilà. Donc ça, c'est le plan humain, on est en physique classique. Le deuxième plan qui va nous intéresser, c'est le plan spirituel avec la mécanique quantique. Et donc là, c'est différent, hein, c'est-à-dire les règles, je dis à chaque fois, le code de la route est complètement différent, parce qu'en fait, l'expérience ne produit pas toujours le même résultat en fonction des protagonistes et donc des individus. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que vous voyez, entendez, pensez, en fait, il y a un principe d'incertitude. Parce qu'il peut y avoir une seule personne sur Terre qui pense différemment des 6 milliards, 900 millions, etc. Et bien en fait, ce sera peut-être elle qui a raison. Parce que le résultat est fonction de l'observateur, et donc tout ce que nous pensons, réfléchissons et envisageons, nous le faisons dans nos états de conscience, et on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres états de conscience supérieurs. Donc il y a un principe d'incertitude absolue en mécanique quantique. Voilà. Et donc sur le plan spirituel, donc vous ne saurez jamais si c'est vrai ou faux dans l'absolu. Voilà. Quand vous vous situez dans ce plan-là. Donc pour les dissocier, j'ai dit le résultat ne produit pas toujours les mêmes effets. Enfin non, oui. Et en physique classique, c'est dont le résultat produit, putain, je me fais mon petit bug. Le résultat est toujours le même, et en mécanique quantique, le résultat est fonction de l'observateur, donc l'expérience change. Voilà. Donc c'est pour dissocier ces deux plans. Voilà. Donc là, vous avez un bref récapitulatif de ce schéma pour essayer de mieux le comprendre. Et là, on va essayer peut-être de rentrer un peu en détail vaguement avec Michael pour essayer justement d'y faire peut-être correspondre ou d'approfondir certains points. Mais tout au long en fait de la mécanique de la vie, des vidéos, des supports, le but sera toujours, en fait, ça c'est un peu la colonne vertébrale de la mécanique de la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on envisage est là pour venir sur cette colonne vertébrale, en fait, ni plus ni moins, pour alimenter cette compréhension et cette colonne vertébrale-là.
Écoute, moi je vais rebondir sur un des derniers trucs que tu as dit, parce que ça me paraît assez intéressant à soulever. C'est le fait, la différence entre le monde physique et le monde quantique, comme tu dis, où le monde physique va être très, pour reprendre des, des notions de Clément, dans ses paris, résultat orienté, c'est-à-dire qu'on va se baser vraiment que sur le résultat. Et que presque on va donner raison au résultat. Tu vois ce que je Oui, veux oui, dire? tout à fait. Tandis que dans le monde spirituel quantique, si vous voulez, vous pouvez avoir un résultat qui n'est pas celui escompté, mais vous aurez quand même eu raison de faire l'opération. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est bon, je vois. Alors ça, en fait, c'est là le point qu'aborde Mickaël est le point le plus presque crucial pour comprendre le système de code de la route. Pourquoi? Parce que quelque chose, la physique classique n'obéit pas aux mêmes règles que la mécanique quantique. Bon, là, jusqu'à là, on est dans la science, il n'y a pas de problème. Mais transposer aux hommes, ça va donner quoi? Ben, c'est un exemple que j'ai pris récemment dans une autre vidéo, c'est-à-dire que ce que vous êtes en droit de faire dans le monde de la physique classique, en fait, vous allez voir les fruits que ça produit pratiquement immédiatement ou très rapidement. Vous allez voir le résultat de vos yeux et dans un délai imparti qui est très court. Et puis vous allez le voir au sein de la communauté aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans les 5 sens. Voilà, donc c'est constatable rapidement. Le problème en mécanique quantique, c'est que quand vous allez produire quelque chose, eh ben, ce quelque chose peut produire des effets soit de manière extrêmement différée, soit produire des effets dans un premier temps en apparence qui sont extrêmement favorables, et plus tard pourtant, vous allez avoir des énormes déconvenus. Ouais, vous allez avoir des énormes déconvenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il y a un système de leurre, il y a un système de malin en fait. Donc ça touche en plus aux préceptes des grandes religions. On appelle ça le malin. Parce que les effets qui sont produits, comme tout doit être égal à zéro, puisque l'univers, en fait, seul le neutre est positif, même en mécanique quantique, et que vous ne devez jamais avoir de déséquilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez obtenu un bienfait, vous l'avez troqué contre quelque chose, puisqu'un bienfait est un déséquilibre. Vous comprenez l'idée? Ça veut dire que quand vous obtenez quelque chose qui vous semble favorable, et bien en fait, c'est que vous l'avez troqué contre quelque chose de défavorable. Voilà, simplement, comme ça ne s'inscrit pas dans le même temps, c'est ce qu'ils appelaient communément vendre son âme au diable. Voilà, même si là je le dis de manière un peu crue, ça peut être pour des petites choses, mais c'est juste pour comprendre ce système en fait. Si vous produisez des bons fruits maintenant, c'est que vous avez fait une dette, d'accord? Si tout d'un coup vous avez de l'argent alors que vous n'avez rien fait, eh ben, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a plus quelque part. Vous voyez, voilà, c'est système dette-crédit. Donc si vous avez un crédit aujourd'hui, c'est que vous avez une dette ailleurs. Voilà. Comment on fait pour éviter ce système d'être-crédit? Ben, on essaye justement d'être dans la fréquence neutre, parce que du coup, vous n'oscillez ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, c'est ça l'intérêt et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué ou est-ce qu'il faudrait que j'en rajoute un peu? Ouais, moi j'avais, tu vois, je pensais à un exemple pour exprimer ça. C'est encore une fois pour vous dire comment vous dire, avant de faire des choix, de penser surtout à probabiliser le résultat. C'est-à-dire que aller vers le choix où vous avez le plus de chances d'avoir un résultat qui va être positif. Je prends un exemple, par exemple en foot, tu vois. Tu vas avoir un mec qui va tenter une frappe à 35 mètres. Alors, le jour où il va la mettre, ça va te faire une putain de vidéo YouTube. Par contre, le mec qui va en tenter 20, ben, il va avoir beaucoup moins de résultats que le mec qui aura fait la passe à la Oui, table d'ailleurs, marquée. cet exemple, il colle tout à fait parce qu'en fait, typiquement, vous êtes à 35 mètres au foot. Bon, il y en a, ils sont peut-être pas férus, mais bon, on comprendra tous. Et vous avez quelqu'un qui est démarqué sur le côté et qui, lui, est à 15 mètres de la cage. Et il n'est pas hors jeu. Jouez pas sur les mots. Bon, normalement, si la raison voudrait qu'en fait, celui qui a le plus de probabilité de marquer, sans perdre le ballon au passage, eh ben, en fait, tente le coup. Voilà. Et ben, en fait, c'est la même chose. C'est un peu c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la probabilité qui est au cœur de la mécanique quantique et du fonctionnement du monde spirituel. Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez peut être complètement faux parce qu'en fait, il est généré par une énergie, par ce qu'on va appeler un égrégore. Un égrégore, c'est quoi? C'est un condensé d'énergie qui en fait peut produire des apparences qui sont rationnelles, mais qui en fait ne sont pas ce qu'elles semblent être. Voilà. Ou même des prédispositions ou des directions à prendre dans notre vie. Voilà. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose sur cet exemple-là, mais bon, c'est pas grave. Ben, c'est un peu en fait le but de vous dire que
c'est pas parce que vous avez eu raison cette fois-là que le raisonnement était bon. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui, tout à fait. Là-dessus, et c'est pas parce que au final vous avez eu tort que le raisonnement était mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment partir là-dessus. Vous arriverez toujours en fin de compte à un meilleur résultat si vous avez 80% de chances de réussite que si vous vous entêtez dans un fonctionnement où vous avez 20% de réussite parce qu'une fois c'est tombé bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, la synthèse, c'est pas de chercher la synthèse, c'est de dire que le résultat, on s'en fout. En fait, c'est pas parce que ça marche qu'on a le droit. En fait, voilà, il faut toujours dire ça. Dans le monde physique, oui, c'est parce que ça marche qu'on a le droit. Ok, pas de problème. Ou en fait, on va savoir quand on n'a pas le droit parce que ça se voit. Hein, encore une fois, c'est l'exemple de la pelle, l'exemple du marteau. Le marteau, il fait pour planter un clou. Si vous le mettez dans le genou de quelqu'un fort, vous allez l'éclater. Donc vous n'avez pas le droit. Donc je peux et j'ai le droit se comprend très facilement dans le monde physique. Je peux et j'ai le droit, où ça marche et j'ai le droit. Dans le monde quantique, c'est pas pareil, parce qu'en fait, vous ne voyez pas forcément instantanément les effets que vous produisez. C'est l'exemple que j'ai pris plusieurs fois, à diverses reprises avec les guérisseurs. Vous, par exemple, nous, on va tous penser que si quelqu'un est guéri, c'est que ça a produit des bons fruits, c'est que c'était positif, mais en fait, peut-être que la guérison de la personne a été troquée contre une dette spirituelle beaucoup plus grave. Vous voyez l'idée? Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas s'inscrire dans le je peux, où ça fonctionne, donc j'ai le droit. Voilà, c'est l'histoire du marteau. Le marteau, il est fait pour planter un clou. Si vous mettez dans la tête, vous n'avez pas le droit, d'accord? Et bien dans le monde quantique et dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est pas parce que vous pouvez que vous avez le droit. C'est pas parce que vous pouvez guérir que vous avez le droit de guérir. Voilà, ne pas se faire leurrer par le résultat, en fait. Exactement. Le résultat, on n'en a rien à faire. Désolé, mais c'est le cas, en tout cas, de ce que j'ai observé, donc je le dis. Libre à chacun de faire comme il l'entend. Et donc, on se doit, en fait, de s'abandonner à ce code de la route. Et quand bien même, soyez les observateurs du monde qui vous entoure, et vous verrez, hein, moi, je ne suis pas arrivé là par religiosité, hein, je suis arrivé là par observation pure. Hein. Et quand j'ai vu qu'à la fin, 1K, 2K, 3K, 10K, 100K, c'est bon, à la fin, j'ai dit, ok, il y a un problème, donc il faut que je revoie ce que je pense. Ça me fait penser un peu à... Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, j'avais trouvé ça génial. Qui m'avait dit, pense qu'une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Oui, ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que tu as une autre question? Parce que, alors donc là, du coup, les amis, on a un peu traîné à dérouler parce que c'est des sujets compliqués et des fois, en fait, c'est que j'aurais tendance à prendre des raccourcis. Et donc, je veux pas que, bon, même si on l'a abordé à diverses reprises, je voudrais pas qu'on pense que c'est un système de croyance. Je voulais vraiment montrer la convergence des éléments et la raison de penser à ça. Voilà, donc on a pris un peu le temps avec Michael, mais bon, j'espère que ça aura germé de manière assez intéressante. Voilà. Donc, on continue. Moi, alors, du coup, après, ce que j'adore sur le document, c'est que l'équilibre est au milieu. Il est notamment entre la conscience et la confiance, et il est entre la légitimité à recevoir et la confrontation. C'est-à-dire, par exemple, si on explique simplement, la confrontation va toujours être le fruit d'un déséquilibre. Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, le hasard n'existant pas dans mes considérations, hein, je ne vais pas le répéter sans cesse, hein, dans l'atome il y a toujours quelque chose, le vide n'existe pas, donc en fait ça veut dire qu'il y a de l'intelligence dans tout ce qui constitue l'univers et le vide n'existe pas. Voilà. Donc à partir de là, ça veut dire que tout a un intérêt, tout est toujours à sa place. Donc forcément, on est à peu près obligé de penser que ce qui se passe doit se passer, voilà, vu qu'il n'y aurait pas de hasard. Donc effectivement, la confrontation, en fait, ce n'est ni plus ni moins c'est une validation, c'est une autorisation. Vous ne passez pas à la case confrontation sans autorisation de la mécanique globale, d'accord? Il n'y a pas de pluie s'il n'y a pas de nuage. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une mécanique qui se passe pour qu'il y ait un résultat. Rien fait rien, c'est pas possible autrement. Donc ça veut dire que si vous avez confrontation, c'est qu'en fait elle trouve son origine dans quelque chose. Et donc elle va trouver son origine dans un manque de discernement, donc de conscience, dans un manque d'équilibre intérieur, dans un manque de foi. Voilà. Et donc la confrontation est générée à ces fins. Voilà, c'est à des fins d'évolution personnelle, à des fins d'entraînement et à des fins en fait pour s'exercer tout simplement. Et c'est toujours ainsi. Et donc ça vous le trouvez où l'origine? Douleur, souffrance de vos ancêtres et dans votre jeunesse qui crée en fait un nombre de marqueurs
qui peuvent être dormants ou pas, hein, ils peuvent être permanents ou dormants, et en fait à des moments ils vont s'enclencher, et comme on est dans une espèce de... on est gavé d'informations à l'intérieur, ben on va attirer les situations en résonance à ce que nous sommes en fait, tout simplement. On ne croise pas une situation par hasard, voilà, il y a toujours un consentement par laquelle on arrive à ça. Quant au fait que l'équilibre soit au milieu de tout, je n'ai pas fait exprès, hein, voilà, c'est de la mise en page, tout est fait exprès dans ce document, mais ça je n'ai pas fait exprès. Voilà. Mais effectivement, il tombe plutôt bien. Comme il n'y a pas de hasard. Voilà. Au final. Ouais, exactement. Et je trouve qu'en plus, c'est, si vous voulez, ça a un sens vraiment pratique au-delà de la théorie, c'est que vous avez l'équilibre qui est entre la conscience et la confiance. C'est-à-dire que ça vous aide à discerner où investir votre énergie. Parce que déjà que l'énergie, on n'en a pas forcément toujours assez, autant l'optimiser au maximum. Mais en fait, ça aide à optimiser entre la conscience, donc le discernement de ce sur quoi je peux avoir une influence, et la confiance de dire ça, ok, j'ai pas d'influence. C'est très juste, c'est écrit sur le document, ce que dit Michael est très juste, j'ai oublié de le préciser. En fait, la conscience et l'équilibre, c'est les choses où vous pouvez influer partiellement. C'est les choses sur lesquelles vous pouvez procéder à des modifications. Toutes les choses auxquelles vous ne pouvez pas procéder de modification, en fait, elles ne vous appartiennent pas. D'où l'intérêt, en fait, de comprendre ce qu'est la confiance et la foi. Voilà. Et donc, effectivement, il faut encore trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Je pourrais rajouter des nuances, mais je vais complexifier, donc je vais les éviter pour le moment. Voilà, et du coup, là, on retomberait sur, donc là, on serait en haut à droite du document. Ouais. Si on veut communiquer avec le programmateur d'un jeu vidéo, il faut s'efforcer de comprendre le langage, sinon... exactement. En fait, tout le but de la mécanique de la vie, c'est s'autoriser à se dire que les choses sont beaucoup plus logiques et rationnelles qu'elles n'y paraissent. En fait, tout le processus, il est là, et personne n'est exclu de ce processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on partage ce qu'on a trouvé de mieux, mais demain, il peut y avoir des choses qui varient, ou peut-être que le fait de se rendre un petit peu public permettra de trouver des gens qui ont des choses qui sont complémentaires, et donc c'est tout l'intérêt. Voilà, pourquoi ? Parce qu'en fait, le plus adapté, c'est celui qui survit. Je ne suis pas darwiniste, mais là-dessus, oui. Donc, mais il ne faut pas s'adapter au sens de la survie. Il faut s'adapter au sens des lois de l'univers. Voilà. Et c'est ça la grosse différence entre le darwinisme et la mécanique de la vie. Sachant que, je ne rentre pas dans les détails de Darwin, parce qu'on lui a prêté des propos qu'il n'a pas forcément eu, mais c'est pas du tout la question. Mais c'est simplement de dire qu'en fait le but c'est l'adaptabilité, mais au sens des lois de l'univers, en comprenant que la genèse de l'existence c'est l'évolution, l'évolution de l'individu, voilà, et l'augmentation de la conscience spirituelle. Voilà. Pas dans la survie du corps physique. Voilà. Le corps c'est simplement c'est un moyen de transport pour vivre une expérience spirituelle. Voilà, c'est tout. Donc, comme on a choisi un véhicule, oui, il faut en prendre soin, effectivement. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Mais dans l'absolu, on n'est pas là pour ça. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit truc qui en ce moment, je trouve intéressant. Voilà, un sujet que j'abordais récemment. En somme, vous prenez votre main, vous la mettez en dessous des pectoraux, ou de la poitrine pour les femmes. J'abuse un peu, je catalogue, mais c'est l'idée. En fait, tout ce qui est en dessous de ça est lié au plan physique, pratiquement. C'est-à-dire que vous êtes sur tout ce qu'on devrait se foutre, tout ce qui ne devrait pas avoir de pouvoir sur nous, tout ce qui concerne, que ce soit la sexualité, que ce soit l'alimentation. Je parle de pouvoir sur nous. Je n'ai pas dit que c'était pas important, quoi. J'ai dit ne devrait pas avoir de pouvoir sur nous. Voilà, là vous êtes assez lié au monde physique, et finalement tout ce qu'il y a au-dessus est plutôt lié au monde spirituel, et donc ce qu'il y a en dessous en fait des pectoraux ne doit pas exercer de pouvoir sur nous. D'emprise. Voilà, d'emprise. Pourquoi ? Pour qu'en fait ce qui est en bas soit ancré à la terre, grosso modo, et tout ce qui est au-dessus des pectoraux ou de la poitrine soit en fait lui relié au ciel, si je puis dire, pour que votre esprit soit libre. En fait, il ne faut pas qu'il soit retenu par tout ce qui est en bas. Voilà. On retombe sur l'équilibre de l'optimisation de l'énergie. Si vous passez trop d'énergie à corriger ces trucs qu'à la base vous devriez ne pas avoir à corriger, vous n'allez plus en avoir assez pour des trucs qui vont vraiment être utiles à votre évolution. Et je reviens sur la partie en haut à droite, parce que moi j'ai une lecture. Alors tu vas me dire ce que tu en penses, je pense que tu seras assez d'accord, mais quand je lis le truc sur le programmateur de jeux vidéo, en fait je me dis comprenez le langage du créateur, ça veut dire aussi lui donner envie d'améliorer votre personnage, sinon vous allez être juste un PNJ en fait. Ouais, oui. Non, moi je valide, donc je vais même pas rajouter d'arguments. Oui, je suis assez d'accord avec ça, parce qu'en fait
Je pense qu'on n'est jamais aussi proches les uns des autres, même les humains, si on se comprend. Il y a une fraternité qui s'installe beaucoup plus facilement quand on comprend qui est l'autre, d'accord? C'est même le fonctionnement même de l'existence et de la vie. Tout nous enseigne ça. Ce que je veux dire, c'est que demain, vous ne considérez pas la matière. Demain, vous allez faire votre maison, elle va s'écrouler. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas fait des fondations à approprier. Pourquoi? Parce que vous ne l'aurez mis pas dans le sol qu'il faut. Parce que vous n'aurez pas mis de ferraille. Parce que vous allez fissurer. Parce que sinon, vous avez l'eau qui va. Donc, en fait, vous êtes obligé de considérer la matière et les spécificités environnementales pour que votre maison perdure. Donc, en fait, vous adaptez à cet environnement. Voilà. Donc, il faut que vous ayez une lecture finalement du monde physique et du monde de la matière qui soit juste pour que votre maison soit prospère. Ben, là, transposé, nous sommes notre propre maison, notre corps, notre esprit est notre maison, et pour qu'en fait elle perdure, il faut comprendre le monde on se doit de comprendre le monde qui nous entoure, et le monde qui nous entoure est un monde où il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'intelligence, beaucoup trop de convergence entre tout, pour que ce soit le fruit du hasard. Et donc si on comprend ça, au même titre que la maison, ben en fait on va comprendre le monde qui s'entoure et donc on va se rapprocher du programmateur parce qu'en fait on va être proche de ce que nous comprenons. Voilà. On peut faire quelqu'un qui n'a aucune notion en bois aura du mal à créer peut-être une maison en ossature bois, alors que quelqu'un qui sera maçon, lui aura des facilités à faire le béton, à monter ses parpaings, etc. Donc en fait on côtoie et on fabrique ce que nous comprenons. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et nous sommes proches de ce que nous comprenons, c'est ce que je veux dire. Exactement. Après, pour continuer sur un autre sujet, là c'est vraiment, je pense, une petite précision. Je vois en bas à gauche, tu marques être d'évolution, alternance possible avec être de fonction. Pour ceux qui ne seraient pas encore totalement initiés, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près comment savoir... En fait, la matérialisation de ça, alors il y en a plusieurs. Il y en a une que je tairai, je vais être honnête sur le fait qu'on ne peut pas toujours tout dire, parce que voilà, il ne faut pas heurter les gens, c'est important. Vous expliquez pas à votre enfant de 5 ans comment on fait des bébés, comme je dis tout le temps. C'est comme ça, c'est la vie. Ce que je veux dire par alternance entre être d'évolution et être de fonction, ça veut dire qu'à des moments, alors je prends souvent l'exemple du patron. Le patron, il faut comprendre, par exemple, s'il a 100 salariés, il rentre dans sa PME, il arrive dans l'open space, il a peut-être 50 personnes dans son open space, il va peut-être être souriant avec certains, blagueur avec d'autres, colérique plus avec encore d'autres, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si ce patron-là, je l'ai dit à plusieurs reprises, eh ben, en fait, lui peut-être est en capacité d'évoluer dans sa vie, pas de problème, mais à des moments, c'est comme si la vie allait lui imposer son comportement, en résonance en fait avec ses salariés qui sont différents, pour que en fait lui mette son salarié face à son besoin de reconnaissance, sa peur d'être rejeté, son incapacité à dire non, son je m'en foutisme, etc., etc. Vous voyez l'idée? Ça veut dire que là, il n'est pas en position d'évolution, le patron, d'accord? Il est en cohabitation, si vous voulez. Mais en fait, il est dans la fonction. C'est-à-dire qu'en fait, la vie lui oblige à la manière avec laquelle il doit se comporter vis-à-vis de ses salariés pour qu'en fait, tout le jeu puisse en fait se faire, le jeu de l'évolution puisse fonctionner et donc raisonner avec ses salariés pour que fassent ce qu'il faut pour évoluer, pour augmenter le sec, quoi. Voilà, donc conscience, équilibre, confiance, par exemple. D'accord, ouais, du coup là je suis sur juste en dessous de l'équilibre. Chaque décision ou changement doit passer par conscience, équilibre, confiance. C'est un absolu, mais ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal parce que sinon, le problème c'est que si on loupe une étape, si par exemple l'étape qu'on loupe le plus aujourd'hui, en tout cas chez les Français, en tout cas c'est la sensation que j'ai, c'est la confiance par exemple, parce que on veut tout maîtriser. C'est-à-dire que on veut prendre des décisions en se disant par exemple une décision professionnelle ou affective, bon mais vous allez prendre tous vos critères, même moi, on est tous pareils. Donc ça veut dire j'ai peur, enfin j'ai besoin, je veux tel salaire, je veux telle situation géographique, je veux tel confort, je veux tels horaires, je veux tel genre de patron, etc., etc. Voilà. Donc il y a plein d'éléments du discernement, parce que là c'est des choix, donc on va l'affiler au discernement, qui vont être en induction de peur, de manque, de besoin, de confort, vous voyez. Et donc ça veut dire qu'on va vouloir trop maîtriser. Et donc comme on ne vient pas coupler suffisamment de confiance à ça, il faut avoir des critères, hein, ça fait partie du discernement, ça fait partie intégrante. Mais à un trop haut niveau, on risque finalement à vouloir tout maîtriser
que la machine se retourne contre nous et que justement on soit amené dans une entreprise qui va nous mettre face à ces déséquilibres où on veut tout contrôler. Par exemple, hein, voilà, il y en a plein. Donc il est important de faire cohabiter le discernement, qui n'est plus ni moins que les choix que je viens d'énumérer, et la confiance. Voilà. Parce que sinon, il y a une dissonance entre les deux, parce que si on pense qu'on va tout maîtriser, ben, la vie va nous rappeler que c'est pas le cas. Donc elle va nous mettre dans des situations où en fait on maîtrise plus rien, concrètement, pour nous rappeler à ce déséquilibre, parce qu'on est en carence de confiance, et donc alors qu'on devrait être à l'unisson entre conscience, équilibre et confiance. C'est un peu, j'ai envie de te dire, le problème de toutes les sociétés occidentales à ce moment-là, c'est qu'on a... Si vous voulez, à partir du moment où il y a de moins en moins de personnes qui croient en Dieu, on va le dire, il y a de plus en plus de personnes qui se légitiment à jouer, à se prendre pour Dieu, en fait. Oui, tout à fait. Mais dans tous les cas, la plupart de nos inventions, je l'ai déjà dit récemment, elles sont faites pour contourner la possibilité d'une conscience supérieure, enfin d'un Dieu potentiel, complètement. Tout ce que nous créons aujourd'hui sont des substituts, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, on ne le met pas du tout sur ce biais-là. On le met sur le hasard, on le met sur oui, c'est l'autre qui m'a fait ci, ou c'est moi qui suis pas assez bon cela, ou c'est la société, ou c'est la politique, ou c'est machin. Alors qu'en fait, si on comprend vraiment et qu'on pousse l'idée de l'omnipotence et de l'omniprésence, ben on est obligé de penser que tout est toujours consenti. Et que si on attire ces situations, qu'on ressent ces situations telles qu'énumérées, et ben en fait, c'est que c'est nous qui posons un problème de résonance face à toutes ces épreuves-là. Parce que vous trouverez, vous voyez, on peut toujours se dire que vous trouverez toujours quelqu'un qui va assez bien vivre les choses dans une même situation. Quelle que soit votre carence, vous choisissez votre carence, vous allez toujours trouver quelqu'un, si vous enlevez et que vous mettez cette personne-là à votre place, lui va bien vivre la chose. Alors, des fois à tort, hein. Je ne dis pas le contraire, c'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quelque part, l'adapté, c'est celui qui peut passer dans n'importe quelle situation et le vivre correctement. Ça ne veut pas dire qu'il faut y rester 50 ans parce qu'elle ne nous va pas. Ça veut dire que je suis en capacité de me mettre face à cette épreuve et que ça se passe bien pour moi. C'est complètement différent. Voilà. Mon poste de prédilection, si on reprend le foot, c'est je sais pas, un milieu défensif, mais en fait, je suis en capacité de jouer libéraux, je suis en capacité de jouer numéro 10, je suis en capacité de mettre un but quand je suis devant la cage, je suis pas complètement manchot. Voilà. Et donc, c'est dans cette idée-là. D'accord, oui, je vois comment tu le tournes. C'est la polyvalence, en fait. Hein. Oui, et après, attention, si vous voulez, des fois, pour revenir à ce que tu dis, ça peut être un leurre de trop tolérer une situation. Ah oui, totalement. C'est pour ça que j'y mettais ce petit bémol au passage. Ouais. Voilà, moi je le vois par exemple, pour mon exemple personnel, moi qui suis en très fort surpoids, vous mettez comme quelqu'un comme David, il va le supporter très très mal. C'est-à-dire que si toi je te mets mon poids, au bout de 6 mois, t'as perdu 50 kilos, quoi. Tu vois, soyons clairs. Soyons très clairs. Probablement. Donc voilà, des fois, à trop supporter quelque chose, ce n'est pas une bonne chose. Vous n'êtes pas trop de résilience. En fait, c'est de la désincarnation. Ouais, en fait, c'est encore une fois un trop est une forme négative et donc ce trop est une forme déconnectée, destructrice parce qu'elle n'est pas un équilibre. Voilà. Trop ou pas assez, c'est un déséquilibre en fait, hein, tout simplement. Un repas est bon parce qu'il est équilibré, pas forcément dans sa valeur nutritive. Je parle d'un point de vue strictement gustatif. Vous pouvez mettre 10 aliments et faire la symbiose entre tous. D'ailleurs, c'est pour ça que conscience, équilibre, confiance, c'est comme un repas. Hein. C'est un repas à 3 ingrédients et quand vous servez ce repas à 3 ingrédients et que vous en retirez un, ben en fait, vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans le gustatif. Voilà. Même si, évidemment, on a des palais qui sont légèrement variables, mais vous trouvez toujours des endroits qui mettent à peu près tout le monde d'accord. Je parle de restaurants, par exemple. C'est ça. Et encore une fois, on revient au fait que l'équilibre soit l'élément central parce que n'importe quel domaine que vous preniez, encore une fois, on est sur l'alimentaire, vous enlevez des féculents ou des légumes de votre repas, ils deviennent déséquilibrés. Vous prenez une relation, si vous donnez beaucoup plus que c'est valable partout, l'atome est équilibré. Hein. Donc tout ce qui constitue l'univers est équilibré. C'est ça. Donc et tout déséquilibre doit trouver un nouvel équilibre ailleurs. Donc il y a une fonction destructrice dans cet équilibre. Donc en fait, vous pouvez le mettre partout. Hein. Voilà. Et après, moi, vraiment, un dernier point que je voudrais aborder, parce que je pense que c'est vraiment, encore une fois, un des points capitaux de la mécanique de la vie, c'est, regardez en bas à droite, principe d'incertitude permanent.
Ça, je sais que tu y tiens. Donc, je vais te donner l'occasion de rebondir là-dessus une dernière fois. Alors, je l'ai abordé tout à l'heure brièvement, mais je vais l'amener encore différemment. La grosse problématique, hein, alors il faut faire attention, il y a la certitude d'apparence, d'accord? On a l'impression que certaines personnes sont certaines. Vous voyez, par exemple, moi quand je parle de certaines choses, très certainement que des gens pensent que je suis quelqu'un qui est certain, parce que c'est ce que va dégager notre vision de l'autre, d'accord? C'est notre rapport à l'humain, d'accord? Mais ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur de moi, je doute pas 99, c'est pas parce que je te montre du 100% que c'est la réalité, c'est juste ce que tu vois, c'est ta réalité, donc on est dans le plan spirituel, donc elle t'appartient. Donc, le principe d'incertitude, il est d'autant plus fondamental qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que sinon, c'est comme si vous êtes dans le monde quantique, hein, c'est-à-dire vous êtes dans un monde qui est énergie, vous ne le voyez pas. Moi, ce que j'ai remarqué, ce qui aurait tendance à s'en sortir, c'est que quand vous allez être trop certain de quelque chose, mais en fait, vous allez créer une espèce de lien, invisible bien sûr, avec votre certitude. C'est-à-dire qu'il y a un condensé d'énergie qu'on appelle un égrégore, donc c'est-à-dire l'énergie de votre certitude, qui est lié à tous les autres de l'histoire de l'humanité qui sont certains, d'accord? Ils sont tous dans un cloud, dans un nuage d'informations quelque part. Et vous venez, par votre certitude, d'épouser ce nuage à 100%. En fait, plus vous êtes certain, plus ce nuage interréagit fortement avec vous. C'est-à-dire, vous étiez en edge, et là, maintenant, vous êtes en 5G. C'est-à-dire, là, la connexion, elle est méga fibrée, quoi. Elle est méga fibrée. Et là, vous êtes en lien direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un égrégore va vous éloigner de Dieu, parce qu'en fait c'est un intermédiaire spirituel, si je puis dire. Et là vous allez échanger un grand nombre d'informations, et cet égrégore va avoir beaucoup de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce qu'en fait vous lui avez donné par votre certitude. Je dis vous, moi, hein. Nous l'avons donné par notre certitude. Voilà. Et donc le but, c'est d'être en capacité de plus en plus, d'être faire cohabiter en fait des probabilités élevées, c'est-à-dire je crois que les choses sont comme ça, je vais les continuer comme ça jusqu'à ce que je trouve mieux. Donc je m'abandonne à la raison que sont les probabilités, pour ne pas créer des certitudes qui me créent des liens négatifs en fait avec des égrégores vibratoires. Voilà. Et c'est le gros souci aujourd'hui. Si vous êtes certain, c'est comme si vous faisiez posséder, hein, alors vous voyez ça de manière diluée, et puis c'est très fluctuant en fonction des individus, ça dépend d'autres paramètres, mais par notre certitude et par cet égrégore. Voilà. Et donc c'est pour ça que le principe d'incertitude vous permet en fait de n'être dans aucun lien horizontaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Le principe d'incertitude vous permet de n'être dans aucun lien horizontaux. C'est-à-dire que tout ce qui est horizontal aura une influence mineure sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous allez comprendre un truc, une nouvelle chose, ben en fait vous délier de ce que vous pensiez est facile. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce que vous pensiez, voilà, vous pouvez vous en délier très facilement. Et c'est ça qui est fondamental dans ce principe d'incertitude, c'est que votre intériorité peut, il faut arriver à cohabiter cette certitude et cette incertitude à l'intérieur de soi. C'est ça. Alors, ouais. Là, on est vraiment dans quelque chose qui paraît extrêmement fou, mais c'est ça l'équilibre en fait. C'est la rencontre de deux choses qui paraissent complètement opposées. Et c'est encore une fois, vous pouvez le ramener même aux évangiles pour les chrétiens. Quand on vous dit tu seras candide comme la colombe et prudent comme le serpent, ça veut dire ce qu'on vient d'énumérer en fait, ni plus ni moins. Ça veut dire qu'en fait tu seras absolument certain et absolument incertain. À toi de trouver l'équilibre entre les deux, voilà. Mais simplement, j'ai essayé d'expliquer un petit peu rationnellement pourquoi la certitude crée de l'horizontalité, crée plein de liens négatifs sur nous et nous empêcher en fait d'avancer à des moments ou d'envisager d'autres possibilités, parce qu'en fait, on a plein de choses horizontales qui exercent du pouvoir sur nous, créent des conditionnements mentaux, mais surtout vibratoires, enfin les deux, hein, mental et vibratoire, qui nous empêchent en fait d'aller dans une direction différente le moment venu, quoi. Oui, donc de plus en plus de certitudes au pluriel vont réduire votre adaptabilité. Et totalement. Fois, le but de tout ça, c'est de se rendre le plus adaptable. Totalement. Et d'ailleurs, vous finirez par prendre une balayette. Hein, parce que, alors certaines, non, bon, pour des raisons que j'énumérerai pas, c'est long. Mais la plupart du temps, vous allez finir par prendre une balayette parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le fonctionnement de la vie. Je veux dire, on ne sait même pas tous, autant que nous sommes, si on va passer la prochaine minute. Donc être certain sur cette planète, ça n'a pas de sens en vérité. Voilà.
même moi, je peux me dire, je suis absolument certain que je vais arriver à attraper ce qui est sur la table. Bon, qui en l'occurrence c'est un pseudo Riesling, voilà. Mais dans l'absolu, je suis sûr de moi à 99,99999. Mais je peux très bien mourir juste avant de le faire. Pourquoi? Parce que un truc peut tomber sur la maison, parce que je peux faire un arrêt cardiaque, parce que Mika peut tout d'un coup tendre sa main, parce que moi, tout d'un coup, ce que vous voulez, vous voyez. Donc le 100%, ça n'existe pas, même dans le monde physique. C'est toujours 99,9999999. Donc à partir de là, l'incertitude est même dans le plan physique, enfin on est obligé de la considérer, quoi. Puis comme je te disais tout à l'heure, en fait, si vous partez avec une mauvaise intention, même si vous allez avoir raison et que vous, au final vous aurez fait ce qui était attendu de vous, si vous le faites avec une trop grande certitude, et bien en fait le créateur va changer son fusil d'épaule et vous renvoyer vers autre chose juste pour vous montrer arrête de faire l'arrogant. Tu vois ce que je veux dire aussi? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai abordé ce point une fois. Bon, je peux le faire très brièvement, même si c'était pas prévu. Bon, ça, en même temps, je dis ça, mais on n'avait rien prévu, à part de parler. La notion d'intention, pour moi, n'a aucune influence. Hein. Ça, c'est la pure. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est de la pure croyance d'homme. Ça n'influe pas. En fait, ça va influer le résultat, mais ça n'influe pas si vous étiez en droit ou pas de le faire. D'accord. Donc, en fait, moi, dans mes considérations, je considère que l'intention n'a aucun intérêt. Voilà, c'est juste qu'en fait, on se légitime nous-mêmes à s'autoriser à faire quelque chose. Voilà, c'est du pur conditionnement. Pour moi, après, chacun pensera ce qu'il veut. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'en fait, vous voyez bien, il y a des gens qui ont fait toutes les bonnes intentions du monde et vous voyez les vies qu'ils ont eues. Donc, vous voyez bien qu'en fait, vous récoltez pas que ce que vous semez. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a bien d'autres variables à considérer. Pour récolter ce que vous semez, il faut que vous connaissiez d'où viennent vos graines, le climat, le terrain sur lequel vous plantez, les saisons, les traitements, etc., etc., etc. Et là, oui, vous commencez à récolter ce que vous semez. Avant ça, en fait, vous êtes sur de la roulette russe. Et encore une fois, même si tu maîtrises tout ça, tu peux prendre une météorite sur ton potager bien sûr. et Donc, tu mangeras. Voilà, donc c'est l'exemple, bon, je l'ai improvisé, mais il colle bien, et au moins il fera plaisir à Romain. Et voilà. Bon, en tout cas, merci Mika de ton animation, c'était très bien, il me semble. C'est un peu nouveau parce que d'habitude, tu parles moins. Oui, on essaye. Mais c'était très profitable. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'espère que ça plaira à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous de nous avoir suivis. Essayez de laisser un commentaire, essayez de laisser c'est quoi, un pouce, un machin, je sais pas quoi. Ouais. Voilà, bon, ça fait un peu de racolage, mais référencement oblige. Et donc, je vous le rappelle, Mécanique de la vie, l'équation de vous êtes l'inconnu au quotidien sur Instagram, www.mécaniquedelavie.com et sur YouTube et Spotify également. Voilà. Merci à tous les amis et à très bientôt sur la Mécanique de la vie.